mais c'est très regrettable. Nous sommes à un doigt de considérer qu'il s'agit d'un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Pour revenir, Monsieur le Premier ministre, aux relations avec la France, l'ambassade de France à Niamey a été fermée, il y a eu une rupture diplomatique. Est-ce que vous envisagez de maintenir des relations stables en dépit de cette rupture? J'aurais souhaité, en lieu et place d'une rupture, que vous me parliez d'une coopération que nous essayons ici en Russie d'approfondir. Je préfère qu'on parle évidemment du présent et de l'avenir. Si le pays que vous citez a fait le choix, évidemment, d'avoir l'attitude qui est la sienne, eh bien, nous avons pu relever et pris acte et pris les responsabilités qui sont les nôtres. Le Niger n'est fermé vis-à-vis de personne. Le Niger ne cherche noise à personne. Je me permets de le répéter, c'est un pays épris de paix. Un pays qui cherche à se développer sur la base de ses propres potentialités. C'est un pays qui est extrêmement jaloux de sa dignité. Il faut le noter. En général, les pays du Sahel ont cette caractéristique qui consiste non seulement à respecter l'autre, mais à exiger en retour également le respect de l'autre. Donc voilà ce que je peux vous dire à cet égard. La décision de Paris de fermer son ambassade à Niamey intervient après des mois de tension. Et aussi, il y a eu le départ du contingent militaire étranger. Et quelles sont les alternatives pour le gouvernement nigérien d'assurer la sécurité dans la région après le départ du contingent militaire étranger? Je peux vous dire déjà que depuis le 26, nous avons enregistré une baisse sensible, justement, des attaques des terroristes. Je peux vous dire également que pour les Nigériens, c'est moins le concours permanent de l'autre que sa capacité réelle à être soutenue qui passe. Si aujourd'hui nous parlons avec la Russie sur la nécessité de l'effort à accomplir pour renforcer nos capacités, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous avons une base, c'est parce que notre armée a une tradition, celle de protéger notre territoire, nos biens et nos populations, et nous avons été éprouvés depuis plusieurs années. Donc je peux vous dire que toutes les initiatives qui sont prises aujourd'hui démontrent que nous avons eu raison d'amorcer et de nous engager résolument dans cette voie, celle d'affirmer notre souveraineté. Récemment, Monsieur le Premier ministre, le Niger a suspendu sa coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Sachant bien que le Niger était un pays membre fondateur au début des années 70 de cette organisation, comment vous voyez dans ce contexte l'avenir de cette langue, de la langue française dans le pays? Ce que le chef de l'État, le général Tchani, a dit lors de son discours, lors de son adresse à la nation, c'est la valorisation de nos langues nationales. Il a donné toutes les instructions. Récemment, des lettres de mission ont été données à chacun des membres du gouvernement. Notre ministre en charge de l'éducation a reçu la sienne. Des indications claires sont consignées pour que nous puissions donner priorité à nos langues nationales. Mais il n'y a pas que nos langues nationales. Il y a d'autres langues internationales vers lesquelles le Niger entend en tout cas faire appel pour renforcer évidemment cette richesse culturelle. Une langue, c'est toujours une richesse. Dans le sens de promouvoir les langues nationales. Mais bien sûr, au-delà des langues nationales, toutes les autres langues, en tout cas, le Niger est ouvert à cela. En ce qui concerne, Monsieur le Premier ministre, la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le Niger a été suspendu par la CEDEAO, il y a eu des sanctions économiques. Quels sont les efforts effectués par le gouvernement du Niger pour atténuer les conséquences économiques de ces sanctions? D'abord, ces sanctions sont illégitimes. Elles sont illégales, elles sont irrégulières. Elles ne se retrouvent dans aucun des traités ayant conduit à la création de cette organisation, même l'UEMOA également. Je préfère que vous parliez plutôt de punition. Jamais on n'a vu un pays privé des denrées de première nécessité. Les denrées de première nécessité, c'est d'abord les denrées alimentaires, c'est ensuite les médicaments, et puis après l'énergie. Il n'a jamais été consigné nulle part
dans le traité ayant conduit à la création de la CEDEAO, la décision de fermer une frontière et de menacer d'attaquer militairement. Donc, depuis 6 mois, le Niger travaille à améliorer ses capacités de résilience. Il l'a démontré. Nous pensons que dans les jours à venir, il était question que le 10 passé, nous puissions avoir des échanges. Cela a connu un report jusqu'au 25, lié à des impératifs de dernière minute. D'ailleurs, on était revenu pour demander à cette organisation de revenir et de respecter la date du 10 ou même le 12. Elle a refusé de venir. Il faut que aux téléspectateurs, que les Nigériens, que les habitants de la CEDEAO sachent que c'est la CEDEAO qui a refusé de revenir. Maintenant, si le 25, elle décide d'arriver, évidemment, nous serons ouverts, nous serons disposés à poursuivre les négociations pour que ces sanctions, qui ne se justifient point, soient levées immédiatement. Voilà ce que je peux vous dire, mais c'est très regrettable. Nous sommes à un doigt de considérer qu'il s'agit d'un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Il faudrait le constater. Nous aurions voulu vous voir assister aux négociations avec la CEDEAO. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, une bonne partie de l'équipe qui est censée venir assister aux négociations prévues n'est pas présente. Comme vous le savez, le 8 janvier dernier, nous avons adressé un courrier pour suggérer que ces négociations se tiennent plutôt le 25, puisque initialement nous avons précisé qu'il fallait qu'elles se tiennent le 10 janvier. En raison d'un certain nombre d'impératifs, nous avions été amenés à demander de repousser au 25, mais ces impératifs ont été réglés entre-temps et d'accord parti, nous avons retenu le principe de tenir quand même la date du 10. Nos interlocuteurs ont plutôt souhaité avoir 2 jours de plus parce que c'était serré à partir du 8. Nous avons maintenu le 12. Donc nous étions dans l'attente de leur présence le 12 ici, janvier, lorsque nous avons constaté que ça n'a pas été possible pour eux de se déplacer à Niamey. Tant qu'à faire, la date du 25, c'est-à-dire aujourd'hui, a été retenue et les 2 parties se sont entendues pour que nous puissions nous retrouver et discuter de tout ce qui doit nous permettre d'aboutir à la levée des sanctions contre notre pays. Malheureusement, aujourd'hui encore, en dehors du Togo, qui a accepté de faire le déplacement, la CEDEAO, malheureusement, n'est pas arrivée. Dans un premier temps, ils ont prétexté n'avoir pas l'autorisation de survol et d'atterrissage sur notre territoire. Cela n'étant pas fondé, nous allons vous remettre les copies de 2 autorisations. La première, c'est celle qui permettait à la délégation togolaise, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert, qui est ici assis, qui a répondu. Il faut profiter pour remercier ce pays, ami, qui a toujours œuvré pour la paix. J'ai ici l'autorisation le concernant. Et il est bien là. J'ai la deuxième autorisation qu'on disait n'avoir pas reçue et qui concerne la délégation de la CEDEAO avec le pays qui doit l'accompagner, c'est-à-dire la Sierra Leone, mais ils ne sont pas là, vous le constatez. Je vous donnerai copie de ces 2 autorisations pour votre gouvernement, vous pourriez faire les copies nécessaires. Nous sommes dans l'obligation de constater qu'il y a une mauvaise foi de cette organisation et probablement des pays qui sont derrière et qui poussent à ne pas permettre à ce que notre pays, qui a fait le choix d'aller dans le sens de la souveraineté, puisse sortir de cette trappe de punition qu'on lui impose. Voilà un peu de mots ce que j'avais voulu vous dire et vous demander en toute objectivité et en toute honnêteté de rapporter à ceux qui vous écoutent
à ce qui vous regarde. Le Niger, qui a été injustement frappé par des sanctions qui n'ont aucune base légale, a tout fait pour que, dans le cadre de cet espace communautaire, je n'oublie pas, lui et moi, que nous puissions arriver à nous comprendre. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Il faudrait le constater. Jamais on n'a privé un peuple de la manière dont la CEDEAO et l'UEMOA ont privé le peuple nigérien. Ils n'en ont pas le droit. Vous parlez d'échanges, Monsieur le Premier ministre. Il y a eu une suspension, il y a eu la levée de suspension par le port de Cotonou. Dans ce contexte, vous voyez comment les relations avec le Bénin? Nous utilisons d'autres moyens pour faire entrer les approvisionnements pour notre pays. Le pays que vous citez fait partie de ceux qui ont injustement pris, du moins leurs autorités, la grave décision de punir notre peuple. Nous en tirerons les conséquences. Et je ne pense pas que ce que vous dites va dans le sens de revenir d'abord au respect des règles des institutions. Non plus, je ne pense pas que ce que vous dites s'inscrit dans le sens de laisser ces liens que nous avons avec le pays voisin s'exprimer et continuer, avoir des échanges commerciaux, des échanges culturels. N'oubliez pas que les populations du nord de ce pays sont quasiment les mêmes avec les nôtres. Donc ce pays que vous citez, malheureusement, n'est pas de bonne foi avec, du moins, ses autorités. En ce qui concerne l'alliance, l'AES, l'alliance des États du Sahel, c'est une alliance en projet avec les pays voisins. Est-ce qu'elle serait une alternative au G5? Vous parlez de l'AES, l'alliance des États du Sahel. C'était d'abord le G4? Oui, le G5 Sahel. C'était d'abord le G4, parce qu'un des pays l'avait quitté, et le Burkina et le Niger également ont pris la décision, évidemment, de revoir leur participation à cette organisation, et nous pensons avec intime conviction que l'AES est une organisation qui prospérera. Plaise à Dieu. C'est quoi les objectifs de cette alliance pour vous? Mais c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est une organisation qui repose sur une structure qui existe depuis les années 70. Ces trois pays qui ont en commun les populations, qui ont en commun des structures économiques qui se ressemblent, qui appartiennent à ce qu'on peut appeler les pays de l'interland, n'ayant pas accès à la mer, et qui ont quasiment les mêmes histoires, la même histoire. Ces pays ont déjà décidé, depuis les années 70, de créer ce qu'on appelle l'autorité de l'Itako-Gourma. C'est une organisation qui visait à permettre à ces trois pays de développer leurs ressources naturelles, leurs échanges commerciaux, culturels, diplomatiques, etc. Et avec les défis auxquels ils ont été confrontés, c'est-à-dire notamment les terroristes, ils ont cette fois-ci décidé de mettre en place une stratégie commune, une mise en commun de leurs moyens pour lutter efficacement contre ce terrorisme. Donc il y a une dimension de défense et sécurité qui vient s'agripper et qui donne évidemment la quintessence de cette alliance qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Pour votre information, je pense que vous en étiez déjà informé, les deux premiers ministres, maliens et burkinabés, ont séjourné au Niger à la fin de l'année dernière. Nous avons passé en revue tous les points clés qui devraient nous permettre d'aller vers la mise en place d'une commission mixte tripartite de coopération où on passera en revue évidemment tous les projets communs, les projets et programmes communs de développement, et pour permettre aux populations de ces pays d'abord de bénéficier d'une protection commune vis-à-vis de l'agression extérieure et même intérieure, mais également ensemble comment mettre en valeur les ressources naturelles qui nous appartiennent. Voilà. Et sur le plan international, vous voyez comment le positionnement et la place du Niger sur la scène internationale après le 26 juillet? Écoutez, il y a très peu de pays aujourd'hui qui continuent de considérer que notre pays a eu tort de se frayer ce chemin. Progressivement, l'étau se dessert autour de notre pays. Le Niger a toujours été respecté sur le plan international. Et voyez-vous, ce choix d'affirmation de souveraineté nous a valu aujourd'hui une reconnaissance nouvelle. Nous recevons tous les jours
des soutiens qui viennent de tous les pays africains et même de certains pays européens, la Russie également. Et donc le Niger est respecté sur le plan international. Il a toujours été respecté. On a connu certainement une courte parenthèse, mais il est évident que de par la tradition que nous avons du respect des autres, de par la nécessité pour nous de respecter les autres et d'exiger également qu'on nous respecte, je pense que pour nous, il n'y a rien à faire. Notre place reste une place qui est tout à fait respectable. Quelle lecture vous faites aux relations entre le Niger et les autres puissances telles que la Chine et les États-Unis? Écoutez, je dirais qu'on n'a pas de problème avec ces pays avec lesquels nous entretenons des relations cordiales avec la Chine, avec les États-Unis, qui a également pris des mesures dans le cadre de la CEDEAO, mais qui aujourd'hui a pris la décision, malgré évidemment la suspension de leur coopération, envoyé leur ambassadeur qui a déjà présenté sa lettre d'accréditation auprès la copie figurée auprès du ministre en charge des Affaires étrangères, et dès que le chef de l'État sera prêt, il la recevra pour qu'elle présente sa lettre de créance. Donc pour nous, avec ces deux pays, nous n'avons pas de problème particulier. Très bien, c'était ma dernière question. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre.